L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèles amis internautes, fidèles à ce rendez-vous télévisé sur ESAE TV ce dimanche, je reçois pour vous Espérance Tébé, il est acteur politique, président du parti politique Mouvement Populaire de Libération, MPL. Avec lui, nous parlerons de la crise politique qui secoue la République du Niger. Nous parlerons de cette polémique autour de la présence ou non d'une base militaire française au Bénin. Nous parlerons également de cet incendie meurtrier d'un entrepôt d'essence de contrebande qui a eu lieu à Sémékraké le week-end dernier. Bonjour à vous, Espérance Tébé. Bonjour, cher ami Kader. Avec vous, nous parlerons également de la présidentielle de 2026, également de la 9e législature, j'y ajoute. Alors, en tant qu'acteur politique, avant qu'on parle de votre parti politique, le MPL, dites-nous quelle est la position de votre formation politique par rapport au coup d'État du 26 juillet dernier au Niger. Avant de revenir à votre question sur la situation politique au Niger, notre parti, le Mouvement Populaire de Libération, s'est prononcé à travers le communiqué 09 du 5 août, suite à cette situation qui est intervenue à Niamey. Comme la plupart de tous les acteurs politiques et des démocrates, nous avons, à travers ce communiqué, nous avons fustigé cette situation qui est intervenue pour arrêter le processus, la vie normale chez nos frères du Niger, et parce que les putschs ne sont pas forcément une solution aux préoccupations réelles que vivent nos populations dans nos pays en Afrique francophone. Nous avons noté, toujours à travers ce communiqué, qu'on assiste à une résurgence de ces coups de force et en conséquence, les chefs d'État devraient prêter plus oreille aux cris de leur population, aux récriminations, surtout des jeunes, par rapport à la gestion démocratique que fait de ces pays, ces chefs d'État, qui doit être forcément à l'origine de ces arrêts brusques des processus en cours dans ces pays. Donc le MPL a fait observer qu'il faut que les chefs d'État soient plus à l'écoute de leur population, les écoutent, et que la démocratie, qui est l'aspiration profonde de ces peuples, se traduise réellement dans les faits pour que vraiment on n'assiste plus à ces coups d'arrêt que les militaires en viennent à mettre et qu'on voit dans beaucoup de pays d'Afrique francophone en ce moment. Mais on a comme l'impression aujourd'hui que les populations s'y réconfortent aujourd'hui. Oui, c'est le triste constat que nous faisons partout. Ces situations se sont produites. On a vu surtout les jeunes acclamer, applaudir ça. Mais dans le fond, la question qui se pose, quand vous regardez aujourd'hui dans le monde entier,
Vous regardez par exemple les pays du Nord, les pays un peu plus avancés, on ne parle pas, ce n'est pas des coups d'État qu'on parle. C'est dans nos pays en Afrique francophone aujourd'hui que la question du bien fondé des coups d'État, bien fondé ou non des coups d'État se pose. C'est beaucoup triste parce que l'histoire nous renseigne déjà que c'est des situations que nous avons expérimentées un peu partout et surtout en Afrique. Si ce sont 3 ans après nos indépendances, on en est aujourd'hui à faire un débat autour de la nécessité ou non des coups d'État, c'est qu'il y a un problème. Alors qu'ailleurs dans le monde, la question aujourd'hui, c'est les défis sur le climat, les questions de développement, la pauvreté, c'est des questions qui occupent l'actualité. Oui, mais ces coups d'État également posent une problématique. La plupart arguent une volonté irrésistible d'en finir avec la France-Afrique. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement le réel mobile ou il y a d'autres facteurs endogènes et exogènes qui subsistent? C'est sûr que cette question occupe une partie des mobiles qui sous-tendent ces arrêts brusques des processus démocratiques dans ces pays. Cependant, écoutez, les militaires qui prennent le pouvoir, qui ont pris le pouvoir, la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est sur quelle base, sur quel programme, quelle est l'offre, quel est le contrat qu'il lie aux populations et comment on va évaluer le travail qui sera fait et où est-ce qu'on peut déjà s'appuyer sur les résultats obtenus. Et, en définitive, c'est encore une autre paire de manches qui commence, dont on ne connaît pas, dont l'issue est incertaine. C'est ça la question. Et quand on regarde, c'est vrai qu'il y a des problèmes réels. Et quand vous parlez aussi de France-Afrique, c'est ce que surtout la jeunesse africaine argue le plus. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, quel est le contenu réel de ces contrats que nous voulons dénoncer? Tout ça reste des mystères. Alors que de mystère en mystère, on ne peut pas, sur la base des préjugés ou des choses dont on n'a pas des informations réelles, on ne peut pas se prononcer réellement. On ne peut pas se prononcer. On ne peut pas faire un débat scientifique, un débat vraiment d'acteurs entre intellectuels sur des choses dont on n'a pas la précision sur le contenu. Et les militaires qui dénoncent, vous allez constater que c'est beaucoup d'informations et de contre-informations sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est sur la base de ça que des responsables, des acteurs politiques comme nous devons donner des points de vue? Ce qui est sûr, ce qui est factuel, c'est que les coups d'État, nulle part dans le monde en ce moment, ne sont pas des outils qui favorisent un développement comme on le souhaite. Alors, ça, c'est clair. Ça installe des régimes d'exception. Et un régime d'exception, on n'a pas des éléments, des outils pour mesurer les résultats qu'on va obtenir à la suite de ces choses. Alors, lorsqu'on parle de coup d'État, très rapidement, on se souvient du Niger et du Gabon. Mais on constate que ceux qui sont les leads de ces coups d'État-là sont des éléments de la garde rapprochée du président déchu. Alors, est-ce que ça ne pose pas une problématique liée à la sécurité de nos dirigeants africains désormais? Est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir une autre boîte de Pandore, c'est-à-dire où nos dirigeants africains vont décider peut-être de faire recours à d'autres expertises militaires pour leur propre sécurité, de peur qu'ils aient un coup d'État? D'où une méfiance envers l'armée républicaine. Oui, il est vrai que c'est vrai, comme vous l'avez noté, qu'un peu partout, c'est des éléments de la garde rapprochés des chefs d'État qui ont orchestré ces pushs. Et donc, en conséquence, il est possible que d'autres ou qui n'ont pas encore connu cette situation peuvent prendre des mesures à ce niveau-là. On sait que les chefs d'État sont libres d'organiser leur sécurité et donc c'est possible qu'ils puissent prendre des mesures pour renforcer leur sécurité à ce niveau. On ne peut jurer de rien. Il revient... Parce qu'un coup d'État, c'est une question de rapport de force, après tout. Oui, un coup d'État comme on a vu comme le cas du Tchad qui a échoué, par exemple, avant qu'il soit battu. Lorsqu'il s'agit des pushs,
eux-mêmes le disent, le pouvoir est au bout du fusil. Et donc, c'est celui qui a l'arme et qui peut tirer le premier qui a le pouvoir. Vous allez remarquer qu'il y a dans certains pays qui ont connu ces pushs-là, et au bout de 3 mois, on a connu plus de 5 tentatives d'autres de renversement des régimes militaires installés. Parfois même ça a marché, comme le cas du Burkina, où moins de 2 mois après, bon, il y a un autre, après Damiba, il y a le capitaine Ibrahim Traoré qui s'est installé et qui a déjà connu plus de 3 tentatives. Même ces militaires aussi ne sont pas en sécurité. C'est ce qui fait que c'est regrettable qu'on puisse en arriver là, et que ce soit en Afrique francophone, que les militaires qui sont chargés de la sécurité de nos pays, l'intégrité veiller à l'intégrité du territoire, arguent aujourd'hui du fait que la lutte contre le terrorisme n'aboutisse pas, est mal organisée. Bon, ils reviennent, ils prennent le pouvoir. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments pour dire la force est montée dehors, on change de partenaire. Oui, mais tout ça... Est-ce que quelque part dans ce qu'ils défendent, il n'y a pas un brin de raisonnement fondé? Et partout ces situations se sont perpétrées, nous n'avons pas encore d'éléments, avérés pour faire des affirmations. Est-ce que lorsque on a installé les régimes militaires au Burkina, au Mali, il n'y a plus d'attaques djihadistes? Et au Niger, on n'en a plus connu. Donc, du coup, il faut un peu de temps pour qu'on mesure les résultats obtenus, pour qu'on puisse voir est-ce que la situation s'est améliorée. Il est difficile aujourd'hui et imprudent de faire des affirmations à ce niveau-là. À ce niveau-là. Mais aujourd'hui, la crise politique au Niger met à rude épreuve la crédibilité de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, la CEDEAO a pris une position, elle priorise la voie diplomatique, mais il y a également l'option militaire également qui rôde telle une épée de Damoclès. Quelle est votre appréhension de cette position politique de la CEDEAO? Oui, l'organisation sous-régionale qui, au départ, devrait assurer l'intégration régionale, économique et sociale de nos peuples, a voulu interférer à ce niveau dans les pays où l'instabilité allait s'installer avec les pushs. Malheureusement, l'approche, surtout avec le Niger, a complètement raté. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et l'organisation est passée à côté. Et aujourd'hui, il est à souhaiter que une certaine cohésion revienne. Parce qu'on a noté en leur propre sein qu'on sent qu'il n'y a pas une cohésion au niveau des chefs d'État, de la conférence des chefs d'État. Et si au départ, les fondements sur lesquels la CEDEAO a été créée en mai 1975 et qui voulait rendre les peuples d'Afrique au sud du Sahara plus solidaires et mettre les pays vraiment dans un cadre de paix qui favorise un développement économique. Aujourd'hui, on en arrive à des menaces d'utiliser la force pour régler des problèmes. Et on a des difficultés à se parler, à se faire entendre, et qui génère des conséquences fâcheuses pour des pays comme le Bénin aujourd'hui, où on assiste à des sanctions très dures avec le Niger. Il est alors impérieux, nécessaire que la chose soit repensée et que les fondements de départ qui ont amené à mettre sur pied cette organisation reviennent et qu'on puisse régler les problèmes par l'approche diplomatique comme ils l'ont dit, et éviter l'usage de la force à tout prix, éviter que des sanctions aussi dures puissent peser sur des peuples qui, en définitive, sont payés par les citoyens et non c'est les responsables politiques. Mais est-ce que la CEDEAO avait autre choix que ce qu'elle a servi? Non, bien sûr que devant n'importe quelle situation, nous avons plusieurs choix. Et le fait d'aller très vite à la menace d'utiliser la force, c'est sûr que ça a cristallisé les positions, ça n'a pas aidé forcément. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde est en train de faire les frais. Parce que ce qu'on peut noter
à travers cette position de la CEDEAO, c'est qu'il s'est trouvé parmi des chefs d'État, d'accord, ou du moins pour d'autres raisons, mais qui, en sourdine, ont commencé par discuter avec les putschistes, et ce qui fragilise la position de l'organisation. Et on aurait même appris que parmi, il y a eu des pays qui ont aidé le peuple du Niger à faire face à des dépenses de souveraineté, comme payer des salaires même. Alors, vous convenez avec moi que lorsqu'on en arrive là, ça veut dire qu'il y a un réel problème à l'intérieur de l'organisation et que des pays comme le Bénin aujourd'hui qui subissent, je peux dire que le Bénin est le pays qui subit le plus les contre-coups des mesures de sanctions qui pèsent aujourd'hui sur le peuple du Niger, le peuple frère et ami du Niger. Et donc, il est indispensable que très vite, les chefs d'État puissent aller plus vite dans la recherche d'une solution diplomatique pour la sortie des crises, pour le bien-être des peuples, pour le bien-être des populations. Mais quelle est votre opinion sur la position du Bénin au sein de la CEDEAO? Le Bénin... De l'applicabilité des décisions de la CEDEAO. Je pense que l'État béninois a tiré toutes les conséquences de sa position par rapport à l'application des... L'État béninois avait-il le choix de ne pas obtempérer la CEDEAO? Je ne peux dire ainsi, je ne peux pas dire ainsi. Je viens de vous dire qu'il s'est trouvé parmi les chefs d'État d'autres qui ont adopté des positions mitigées et qui sont passés par derrière pour discuter avec les putschistes. D'abord, ce qu'il faut noter, les États n'ont pas d'amis ou, comment je vais dire, de relations particulières entre elles, autres que les intérêts de leurs citoyens. Et donc, chez nous également, le président Talon devrait privilégier les intérêts de son peuple qui se trouve être celui qui a une frontière directe et naturelle avec le Niger, qui se trouve être celui qui a beaucoup plus d'échanges économiques avec le Niger. Et donc, des difficultés diplomatiques qui peuvent s'élever, qui peuvent noircir le tableau entre ces deux pays, devraient tout naturellement porter des conséquences fâcheuses sur notre économie. À partir de ce moment, je pense que nous laisser percevoir comme les porteurs des décisions, nous laisser percevoir comme, comment je vais dire même, comme si c'est nous qui défendions cette position alors que c'est la position de l'organisation. Ça, je pense que c'est à ce niveau qu'il y a eu quelque peu une petite ratée qui fait que tout le peuple aujourd'hui subit, les Béninois subissent, et on espère que d'ici à là, le tir soit rectifié et que la paix revienne entre les deux populations. On espère que la paix revienne entre les deux populations, mais quelle est votre opinion sur cette polémique autour de la présence ou non d'une base militaire française au Bénin dans le cadre de cette opération qui vise à déchoir les putschistes? Oui, c'est vrai qu'il a été relayé abondamment sur les médias sociaux et l'érection d'une base militaire dans la partie septentrionale du pays. Et on n'en sait pas plus pour le moment, mais on a entendu le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole, est venu démentir en des termes qui aujourd'hui laissent dubitatif le peuple. Et je pense que la conséquence à tirer de ça pour le gouvernement béninois, c'est que la réaction des citoyens, la vive réaction, la vive désapprobation des citoyens doit amener le gouvernement à effectivement observer cette position qu'elle a donnée à travers son porte-parole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de base militaire en construction au Bénin et qu'il n'y a pas un tel projet en cours. Et donc parce que la stabilité et la paix à l'intérieur du pays est indispensable pour continuer par espérer des jours meilleurs. Si en plus de tous les problèmes que le peuple béninois vit en ce moment, des problèmes
arrive encore à ce niveau-là, je pense que ce serait un peu regrettable pour nous. Donc je pense que le gouvernement va en tenir compte et que, comme le porte-parole l'a dit, un tel projet n'est pas envisagé et n'aura pas lieu dans notre pays. Il n'aura pas lieu dans notre pays. Avant de passer à un autre sujet, je viens de vous poser la question de savoir quel est votre commentaire sur ce sentiment anti-français qui se propage davantage sur le continent noir. Vous avez suivi un peu les discours à la dernière assemblée de l'ONU. Oui, les peuples africains veulent une vraie indépendance. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons obtenu l'indépendance nominale dans les années 60 dans la plupart de nos pays, mais la France est restée derrière pour, dans la pratique, ne pas permettre que cette indépendance soit réelle. Et c'est ce qui, au fil du temps, on a assisté également, on voit à travers cette France-Afrique qui est dénoncée que des groupes français détiennent toujours des parts, des contrats importants. Et on note qu'après les indépendances, la situation des citoyens ne s'est pas améliorée pour autant qu'on l'espérait. Alors, de façon évidente, on pense que c'est la France qui est derrière nous et qui continue de tirer sur les ficelles et qui empêche que le développement économique, le décollage économique que nous avons souhaité en cherchant à obtenir cette indépendance continue d'avoir du plomb dans l'aile. C'est ce qui explique naturellement ce sentiment au niveau de la jeunesse qui vit aujourd'hui dans tous ces pays-là des situations plus difficiles. Les gouvernants n'arrivent pas à apporter les solutions aux vraies préoccupations de cette jeunesse. Mais lorsqu'on le dit ainsi, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part cela est dû au système politique africain? Cela est dû à notre copie, ou notre copiage, on peut le dire ainsi, du modèle démocratique occidental? Là, je suis tenté de vous donner raison, parce que il y a un jeune qui a raconté une petite histoire dont je vais vous faire part rapidement, qui était allé visiter le président Obama à l'époque aux États-Unis, à la Maison-Blanche. À la sortie, quelqu'un demandait au président, est-ce que vous aussi, vous n'allez pas chercher à continuer par opprimer, chercher à profiter des peuples africains? Et le président Obama répondait ceci: moi, je suis président des États-Unis. Partout où je passe, je cherche à sauvegarder les intérêts des Américains, les intérêts de mon pays. Ce qui veut dire quoi? Chaque fois, comme vous l'avez dit, il revient aux chefs d'État africains de s'affirmer et de chercher à défendre les intérêts de leurs concitoyens, de ne pas baisser l'échine et laisser des situations comme celles que les jeunes aujourd'hui dénoncent, où ils se laissent percevoir dans certains pays des contrats léoniens qui désavantagent les Africains. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne sentez pas une sorte d'instrumentalisation, une sorte de transposition, de guerre de puissance sur le territoire africain? Parce qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui propagent ce sentiment anti-français également ne cachent pas une proximité avec une autre puissance, appelée un chat, la Russie par exemple. Et c'est ce que j'essayais de dire tantôt. Les pays occidentaux n'ont que des intérêts à défendre. Ils défendent les intérêts de leur pays. Il n'y a pas un pays qui vient vers un autre parce qu'il a envie de faire de la charité ou bien, je ne sais pas. Et il revient aux pays africains d'avoir cela à l'esprit et de savoir quel genre de relation tisser avec tel ou tel autre. Aucun pays ne viendra vers nous parce que on est des amis ou je sais pas, des parents. Non, ils ont des intérêts à défendre, c'est pour ça qu'ils viennent vers nous et à nous de le savoir et de savoir en tenir compte. Cette guerre je vais dire, qui se laisse transparaître à travers les repositionnements géopolitiques et stratégiques dans les pays,
il faut que l'élite africaine soit plus éveillée. Et c'est justement à ce niveau qu'il est important que nos démocraties soient vraiment vivaces et fonctionnelles. Et que les débats autour de ces questions-là puissent se faire au niveau où il faut, pour que des positions conséquentes en face de ces choses-là puissent être observées. Sinon, c'est les peuples africains qui seront toujours laissés en rade dans l'un ou l'autre des cas. Parce que, de façon générale, et ça c'est Nicolas Machiavel qui l'écrit dans son ouvrage Le Prince, les hommes cherchent toujours à changer de maître dans l'espoir d'améliorer leur sort. C'est lorsque, une fois ils changent de maître, qu'ils se rendent compte que leur sort n'a pas tellement varié et on continue la guerre. On continue la guerre. Alors nous allons revenir beaucoup plus au Bénin. Il y a de cela près de 9 jours, si on peut le dire ainsi. Le Bénin a été frappé d'un lourd deuil. Cela se poursuit jusqu'à présent. Où un entrepôt d'essence de contrebande a pris feu et a coûté la vie à une trentaine de personnes. En tant qu'acteur politique, leader politique, quel a été votre état d'esprit? Oui, cette situation qui a endeuillé tout le pays, nous sommes encore sous le choc. Et c'est vraiment regrettable qu'on ait eu à perdre plus de 34 de nos concitoyens dans cet incendie qui a ravagé un entrepôt d'essence à Sémécracré. Et ça, c'est selon le bilan de la police républicaine. Et une vingtaine d'autres blessés graves qui seraient aux soins intensifs en ce moment au CNHU. Mais ce qui, personnellement, nous a... en tout cas, le Mouvement populaire de libération a déjà, à travers un communiqué, présenté sa compassion et ses condoléances aux familles éplorées. Mais personnellement, ce qui m'a choqué et qu'il faut noter dans cette histoire, c'est que j'ai entendu d'une autorité administrative, suite à ce drame, que l'État percevrait des taxes autour de ce commerce illicite. Alors, c'est un peu ahurissant qu'un commerce illicite que l'État combat, et ceci depuis des années chez nous qu'on sait, qu'une autorité administrative vienne dire qu'on perçoit des taxes dessus et qu'il le clame devant des caméras et qu'on divise. Bon, là, franchement, je trouve qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème qui doit être revu au niveau de l'appareil gouvernemental. Je pense que on ne peut pas dire qu'un commerce illicite qui est prohibé et contre lequel l'État lutte depuis des années, que nous percevons des taxes là-dessus, et venir dire ça à la face du monde, c'est un peu grave. Imaginez que le Nigeria, où on va chercher cette essence ce carburant qui est subventionné chez eux depuis un moment, je crois qu'ils sont en train d'arrêter la subvention, on va chercher par voie de contrebande, qu'on amène, et que nous, notre État, un État sérieux, qu'on perçoive des taxes dessus, et qu'on le dise maintenant à la face du monde. Je pense qu'il y a un problème. Mais la commercialisation de l'essence de contrebande a été un défi de tous les régimes. Oui, Comment faut-il y remédier? Non. Est-ce que nous allons rester impuissants face à de tels drames? Autrefois, c'était peut-être des individus transportant des bidons d'essence sur leur moto qui prennent feu. Tantôt, c'est des petites camionnettes. Le bilan n'a jamais été aussi lourd. Alors, que faut-il faire aujourd'hui? En tant qu'acteur politique qui ambitionnait aussi gérer le pays un jour, que préconisez-vous? Je pense que cet incident de craquer doit réveiller l'attention de tout le monde et des gouvernants, et certainement va être celui de trop qui va amener les gouvernants à régler de façon définitive cette question. Ce qu'il faut dire, c'est que le chômage, l'extrême pauvreté, ces milliers de jeunes sans emploi, et qui doivent subvenir à leurs besoins. Ces familles qui sont sans revenus, sans ce commerce.
il revient à l'État de penser comment réorienter tous ces milliers de jeunes, ces millions, je vais dire, de jeunes. On parle d'une reconversion. On espère bien, c'est ce que j'allais dire, on espère bien. Notre crainte à ce niveau, c'est que ces mini-stations, bon, on en a parlé, on n'a pas encore vu, parce qu'on a vu... on voit quelques... Oui, on a vu des installations, on ne sait pas encore ce que c'est. Oui. J'espère que ce ne sera pas l'occasion encore d'observer des incendies isolés. J'espère bien. J'espère que tout ça a été bien pensé pour que ce ne soit pas encore un autre problème que sera créé. J'en ai personnellement beaucoup de craintes que ces unités soient vraiment une panacée à la question. Mais au demeurant, ce que nous avons dit au niveau du MPL, c'est qu'il faut que l'État pense sérieusement à reconvertir les acteurs dans d'autres secteurs pour assurer un revenu réel aux gens. Parce que ce qui est évident, si depuis des années, ce commerce crée tant de drames dans les familles, dans le pays, si les gens avaient une autre situation pour assurer le revenu et soutenir leur famille, ils ne continueraient plus à le faire. Et donc, c'est là où on doit orienter la réflexion et penser vraiment à une solution qui permette une réelle reconversion des différents acteurs, des contrebandiers. S'ils trouvent une autre option, ils ne le feraient pas. Parce que tout le monde a vu le danger qu'il y a autour. Merci à vous. Nous allons progresser dans cet entretien. Le MPL aujourd'hui, comment il se porte? En arrivant à un moment donné de brut de botte au sein de parti politique, c'était quoi réellement? Et comment se porte aujourd'hui la troupe? Ce que le MPL se porte très bien, et vous aviez dit tantôt, par rapport aux élections à venir, nous sommes en train de nous préparer. Vous savez que nous sommes une jeune formation politique et nous sommes également assujettis aux difficultés que toutes les autres formations politiques de l'échiquier ont connues et continuent de connaître. Le MPL n'a pas fait exception à ça et nous sommes sortis, grandis de toutes ces situations. Aujourd'hui, l'important c'est que nous sommes en train de marcher inexorablement vers les échéances de 2026 qui sont très critiques pour notre pays et l'ensemble des acteurs politiques et tous les citoyens. Nous avons déjà pris part à une élection. Il faut dire que nous avions tenté de participer au communal de 2020. On n'a pas pu. On a réussi à participer aux législatives de 2023. Nous en avons tiré toutes les leçons, ce qui nous permet de mieux nous apprêter, de mieux être aguerris, parce que le MPL aujourd'hui est une chance pour la jeunesse, demeure une chance pour les jeunes qui veulent du changement, qui veulent une autre façon de gouverner, au lieu qu'on se cache derrière les dénonciations à travers les réseaux sociaux, se mettre ensemble et penser une autre façon de gérer notre pays et proposer des solutions en face des problèmes que vivent nos populations. Je pense que c'est ce que nous offrons aujourd'hui à la jeunesse et que nous devons tous nous en saisir pour que 2026 soit une chance pour nous tous. Mais on a constaté qu'au niveau sur le plan de jeunesse, on a vu depuis quelques mois des jeunes qui s'organisent à travers différents mouvements politiques pour préparer le terrain pour 2026. Dans la foulée, des noms sont agités. Vous parlez un nom? Oui, c'est c'est devenu, je vais dire, fréquent à l'approche, vers la fin des régimes, à l'approche il y a ces mouvements qui s'organisent. Mais c'est bien, ça dénote de l'animation de la vie politique, n'est-ce pas? Oui, voilà, exactement. On agite des noms aujourd'hui. Demain, d'autres noms aussi seront agités. Et voilà, c'est ça. C'est ainsi que fonctionne notre démocratie. D'autres noms viennent, disparaissent, d'autres viendront. Bon, on est déjà habitué à ça. Voilà, c'est vrai que on pourrait dire que c'est trop tôt de commencer par parler de la présidentielle parce qu'il y a d'abord les élections couplées, communales et législatives qui viendront d'abord et après les présidentielles. Mais ça dénote aussi de la vivacité de l'espace démocratique. Les gens sont libres d'agiter leur nom, on verra.
Les nationalités, le nom de qui ils veulent. Ou de qui ils veulent, voilà. Alors, lorsque nous parlons toujours de l'actualité politique nationale, quelle est votre opinion sur la 9e législature? 9e législature. Vous savez que c'est une législature des défis. Et la 8e, qui avait été une assemblée monocolore exclusive, et a laissé place à une autre assemblée où l'opposition a vu au moins 28 de ses représentants aller siéger. Sauf que jusque-là, la classe politique de l'opposition n'a pas pu se mettre ensemble pour s'exprimer au travers de ces 28 députés que nous avons. Ce qui fait que vous allez... Vous souhaitez que les démocrates fassent appel aux autres forces politiques de l'opposition, c'est ça? Les 28 députés démocrates à l'Assemblée ne devraient plus se considérer comme du parti Les Démocrates. C'est des 28 représentants de cette immense majorité des Béninois qui ne sont pas d'accord avec le régime et qui veulent s'exprimer, qui ont des besoins, qui veulent modifier des lois et qui ont beaucoup d'attentes à travers eux. Nous pensons que nos représentants, les démocrates à cette assemblée, doivent, au-delà du travail qu'ils font au niveau de l'hémicycle, doivent être plus proches du peuple, des populations en ce moment, surtout pour non seulement s'exprimer à travers les questions orales que nous suivons, mais beaucoup plus les populations d'autres préoccupations et les autres formations politiques de l'opposition qui n'ont pas pu se faire représenter ont des préoccupations. Et je pense qu'il devrait avoir une plateforme, un cadre où un acteur de l'opposition, vous devez retrouver pour échanger. Pour mieux préparer, et mieux s'exprimer à la tribune de... Qu'est-ce qui entrave la cohésion de l'opposition? Comme vous le savez, au Bénin, depuis les indépendances d'ailleurs, tout le monde, la méfiance, les problèmes d'ego, etc., ça ne manque pas. Mais il faut que ceux qui, en l'espèce, ceux qui ont pu avoir les représentants, c'est eux qui doivent beaucoup plus tendre la main, travailler à assurer une cohésion au sein des différentes forces pour que le peuple puisse se sentir être mieux représenté et puisse mieux s'exprimer à travers la tribune de l'Assemblée nationale. Il y en a des démocrates qui ne vous considèrent pas comme des opposants. J'estime qu'il y en a... Comme ça, c'est... Comme la FCBE également. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous savez, c'est ça aussi la guerre politique. Et il faut essayer d'attaquer par tous les moyens. Tout le monde est adversaire. Et voilà. Ça, ce n'est pas seulement au sein de l'opposition qu'on le constate, même au sein de la mouvance aussi. Bon, voilà, vous avez vu des partis qui soutiennent le même régime, qui se combattent, c'est comme ça. Ce sont de bonnes guerres. Oui, c'est le Bénin qui est comme ça et on avance. On avance ainsi. Oui. 2026 c'est encore très loin, mais le MPL se prépare. Oui, 2026 est loin, mais encore assez proche. Vous savez que dès janvier 2023, nous devons, décembre, je vais dire, des listes de candidatures devront être déjà déposées. Et donc, nous sommes à moins d'un an de préparer et de présenter des listes de candidatures. Donc, les échéances sont très proches et nous sommes en train de nous préparer activement. Des discussions sont en cours au sein des différentes formations pour trouver la meilleure formule d'aborder cette fois-ci ces échéances-là avec succès. Avec succès. Alors, d'ici quelques semaines, des assises sur la démographie sont projetées en tant qu'acteur politique. Faisons sommaire expéditive, qu'est-ce que vous en pensez? Faisons sommaire expéditive. Ce que je peux dire par rapport à cette question, c'est une bonne chose d'appeler toutes les forces vives, d'appeler toutes les composantes de la nation pour apprendre leur avis et surtout en tenir compte face à des questions aussi cruciales pour le développement économique du pays. Les
les idées agitées ça et là sur la question, je pense que chaque parti a de bonnes raisons de soutenir ces idées, mais cette question sur la démographie, du contrôle des naissances, ainsi que beaucoup d'autres, mérite qu'on s'asseye et qu'on en parle, et que ce ne soit pas comme ce gouvernement en a l'habitude d'imposer parfois ce qu'il pense être la meilleure option. Mais d'entrée de jeu, est-ce que le MPDG a sa position tranchée sur la question? Position tranchée, je ne saurais vous le dire ici. Il faut que vous conserviez. Mais on fera ça, connaître notre position le moment venu. Le moment venu. Oui. Alors, je m'en voudrais de vous poser la question de savoir, vous êtes acteur politique, des réformes politiques ont été opérées en 2017-2018, la réforme du système partisan est en pleine expérimentation. Après des années d'expérimentation, selon vous, qu'est-ce qu'il faut revoir au niveau de cette réforme-là? Oui, au niveau du mouvement populaire de libération, nous avons dénoncé un certain nombre de choses et nous continuons d'en parler et de souhaiter que la 9e législature puisse revenir sur ces choses-là. Tous, nous avons voulu avoir réformé effectivement l'organisation et le fonctionnement des partis politiques en République du Bénin. Mais cette réforme qui a été opérée à travers les 3 lois majeures qui ont été prises pour gérer les partis politiques et les élections en République du Bénin présente des stigmates de division et surtout ne favorise pas l'expression démocratique plurielle. Et je n'en veux pour preuve que, par exemple, quand cette question de parrainage et la question de la représentativité ou des 10% avant de lever les sièges et beaucoup d'autres, la question du financement des partis politiques où c'est seulement ceux qui ont des élus qui ont accès au financement. Il y a beaucoup d'aspects que nous avons estimé qu'il est indispensable de revoir pour pouvoir promouvoir une vraie démocratie apaisée, une démocratie qui serait vraiment un levier de développement social et économique de notre pays. Nous l'avons fait savoir, nous continuons de nous faire entendre pour que toutes les voix capables de nous aider à modifier ces lois-là puissent s'unir et que cela se fasse. Espérance TV, je m'en voudrais de ne pas vous poser une question quand même, celle liée à la destruction de l'éléphant blanc, qui est qualifié de l'archétype de la corruption au Bénin, l'ancien siège de l'Assemblée nationale en construction qui a été abandonné. En tant qu'acteur politique, quels sont vos ressentis lorsque vous apprenez que ce siège-là, ce monument, cet éléphant blanc-là est en train d'être détruit? Malheureusement ou heureusement, je vais dire, l'acteur politique que je suis a été un acteur de ce projet à un moment donné de sa phase. Je me permets de rappeler qu'en 2014, j'étais expert à infrastructure à l'Agence béninoise des grands travaux, lorsque le chantier de l'Assemblée nationale avait déjà connu des difficultés et était en arrêt. Alors, comme tous les Béninois, cela m'avait frappé et j'avais fait une note au chef de l'État alors pour attirer son attention sur ce chantier qui était une horreur, qui faisait l'actualité. En lui indiquant que... Une horreur pourquoi? Une honte pour tout le peuple, pour tout le peuple béninois, qu'on puisse vouloir construire un siège pour notre assemblée et que les acteurs puissent conduire le projet à une impasse, en arrêt depuis je ne sais combien de temps. Alors j'indiquais dans ma note au chef de l'État d'alors que ce chantier ne pouvait pas rester ainsi indéfiniment. Et le technicien que j'étais attirait cependant aussi son attention sur le fait qu'on ne peut pas laisser ce chantier critiqué par l'opposition alors dans cet état et aller à une élection législative de 2015 qui venait, je crois,
qu'il était impérieux de trouver une solution pour achever le chantier, revoir l'organisation. Mais quel était le problème? Ça tombe très bien. Quel était le problème de ce chantier-là? Alors, c'est là où je me suis intéressé au problème. Et alors, il y avait des problèmes de gestion, beaucoup de problèmes en tout cas qui ont amené ceux qui géraient l'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage déléguée était assurée par la CERO, voilà, la CERO, avait amené à un blocage des travaux. De toutes les manières, il faut trouver une solution pour sortir de là. Alors, quand j'ai attiré l'attention là-dessus, et effectivement, il y a eu une réaction, j'avais également saisi mon patron de l'époque, le professeur Abiola, alors vice-premier ministre, qui a attiré l'attention du chef de l'État et des dispositions avaient été prises pour la reprise des travaux. Malheureusement, les conseils que j'avais donnés à l'époque n'avaient pas été suivis. J'indiquais si le chantier était laissé en l'état, ça allait créer beaucoup de problèmes par la suite. Alors, la question a été de savoir, est-ce que la structure, parce que des gens avaient déjà dit à l'époque que le chantier, l'ouvrage ne tenait plus, et donc c'est pour ça que les travaux ne pouvaient pas continuer. Alors, sans avoir été associé à quoi que ce soit sur le chantier, moi je leur ai dit que ce n'est pas possible pour un ouvrage de cette envergure où il y a un contrôle international qui est assuré par Socotec, qui est dessus. On ne peut pas, à un moment des travaux, dire que la structure de l'ouvrage a un problème et que les travaux ne peuvent pas continuer. Ça, ce n'est pas possible. Alors, la question avait été évoquée en Conseil des ministres à l'époque et la décision avait été prise de faire une expertise pour voir si le chantier peut tenir, si les travaux pouvaient continuer. Et moi, je leur avais dit que c'était une peine perdue. Un chantier qui est suivi par un cabinet de cette envergure, il est quasi impossible d'en arriver à une conclusion que le chantier, l'ouvrage a un problème et qu'il ne pouvait pas continuer. Mais où est le problème alors? Un cabinet international a été recruté, Veritas, qui est venu faire des travaux, déposer son rapport, conclut que l'ouvrage ne présentait pas un problème de structure qui peut empêcher son achèvement. Et donc, malheureusement, pour la reprise, les conseils que je leur avais donnés pour reprendre le chantier n'avaient pas été suivis. Bon, donc c'est allé encore dans tous les sens. C'est ainsi que, après avoir injecté 14 milliards déjà à l'époque, on est venu encore injecter sans pouvoir l'achever. Ce que je craignais est arrivé. Bon, en 2016, le nouveau régime s'est installé. Bon, voilà, c'est allé dans tous les sens. Mais aujourd'hui, ce qui me fait mal lorsque j'ai appris que ce chantier est en cours de démolition, après avoir investi 23 milliards de nos francs dans un pays où vous voyez ce que c'est que le taux de chômage, vous voyez ce que c'est que la misère, la cherté de la vie, où difficilement les Béninois mangent à leur faim, qu'après avoir utilisé 23 milliards de leurs francs sur un tel ouvrage, qu'on s'est mis à le détruire aujourd'hui, j'ai la chair de poulet, je n'arrive pas à me l'expliquer. Peut-être que c'est pour apaiser les Béninois qui voient j'estime en entrant dans la vie que le gouvernement ait pris la décision de construire un nouveau chef de l'Assemblée. Ça, il n'y a aucun problème à cela. Mais, ayant déjà investi tant, 23 milliards de nos francs, plus de 23 milliards de nos francs, je pense qu'on pouvait achever cet ouvrage et le destiner à autre chose. On peut estimer que, comment appelle-t-on, l'ouvrage n'est pas bien positionné par rapport à la ville. On peut estimer que l'ouvrage n'est pas assez beau, et cela, mais ça, c'est des choses qu'on peut corriger. Mais on ne peut pas raser et jeter 23 milliards dans l'eau comme on est en train de le faire. Et je dis, l'ouvrage pouvait être achevé et servir à autre chose. Aujourd'hui, au niveau du secteur de l'éducation, vous voyez les enfants qui sont assis par terre ou dehors, qui n'ont pas de salle de classe, qui n'ont pas de banc. Nous, au niveau de notre parti, on essaye de donner des mobiliers chaque année, par-ci, par-là. Les gens nous sollicitent cette année encore, on est sollicité partout parce que les enfants sont assis par terre. On ne peut pas être en face de ce défi et voir qu'on est en train de jeter 23 milliards dans l'eau.
Vraiment, je crois qu'à ce niveau, les conseils du chef de l'État n'ont pas fait un bon travail. Sinon, ce n'est pas de cette façon que l'ouvrage aurait été géré. Je pense qu'on pouvait le sauver et le destiner à autre chose. Le pays a un manque cruel d'infrastructures, même si des efforts sont faits de part et d'autre. Il y a certains ministères qui sont dans des locaux qui n'en valent pas la peine en ce moment. Et il y a bien... Pour vous, il y avait une raison valable de sauver ce bâtiment plutôt que de le détruire. J'ai mal quand je vois et j'apprends qu'on est en train de le détruire. Je pense que si de le démolir, si ce travail n'avait pas commencé, moi j'allais prier le chef de l'État de changer d'option et de le sauver pour la postérité. On ne peut pas dire qu'il est impossible de sauver l'ouvrage. Ce n'est pas possible. Merci à vous, Espérance Tebe. Nous sommes à la fin de cet entretien. Vous avez gagné droit dans votre caméra. Et dire un mot à tous ces sympathisants et militants qui ont évolué sur cet entretien parce qu'ils ont vu Espérance Tebe vouloir se prononcer. Nous sommes à la fin. Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous avez donnée de nous exprimer et je profite de l'occasion pour dire beaucoup de courage au peuple béninois de façon générale qui aujourd'hui affiche une grande résilience face aux difficultés socio-économiques, face à la pauvreté, face aux divers problèmes que nous connaissons aujourd'hui, la cherté de la vie, la rentrée, les difficultés liées à l'organisation de la rentrée scolaire des enfants, l'inondation qui s'abat sur notre pays, etc. Tous ces problèmes, je voudrais remercier nos concitoyens pour la résilience qu'ils affichent à faire face à toutes ces difficultés. Et leur dit par la même occasion de s'unir avec nous pour que nous essayions de provoquer une alternance à travers les élections générales qui s'annoncent en 2026. Merci à vous, Espérance Tebe. Chers amis internautes, de cet entretien, on retiendra que les putsch ne sont pas une solution aux préoccupations réelles. L'invité de ce dimanche a fait savoir qu'il faut que les chefs d'État de la sous-région soient à l'écoute de leurs populations respectives. Sur quelle base, sur quelles normes, comment évaluer et quel est le contrat entre les militaires au pouvoir et les populations, s'est interrogé à maintes reprises au cours de cet entretien le président du parti politique Mouvement populaire de libération. Même les militaires ne sont pas en sécurité, a-t-il laissé entendre, interrogé sur la crédibilité de la CEDEAO et également l'approche de la CEDEAO. Il a fait savoir que l'approche a été mal amorcée. Il a argumenté dans ce sens-là. Il a fait savoir qu'on sent une absence de cohésion au sein de la conférence des chefs d'État. Il avait argumenté largement dans ce sens-là. Il a fait savoir que les États dans leurs individualités n'ont pas d'amis autres que les intérêts des citoyens de ces 10 États-là. Et donc pour lui, le président Patrice Talon devait s'en tenir compte et donc devait prioriser beaucoup plus les intérêts des Béninois au détriment d'une décision de la CEDEAO. Il souhaite que le Bénin et le Niger viennent à de bons sentiments. Les propos du porte-parole du gouvernement par rapport à la construction d'une base militaire laissent dubitative selon Espérance Tebe. Il a argumenté dans ce sens-là. Il nous a fait savoir que le MPL, lorsqu'il a été interrogé sur l'incendie meurtrier d'un entrepôt d'essence de contrebande à Sémécraqué, le MPL est encore sous le choc. Il est encore sous le choc en tant que président de la dite formation politique. Il se désole du fait que l'État perçoive des tasses sur un commerce combattu. Il a également argumenté largement dans ce sens-là. Il a fait savoir que craquer doit être l'incendie de trop qui doit réveiller les gouvernants. Ces inquiétudes au sujet des ambitions du gouvernement ont été exposés au cours de cet entretien-là. Le MPL propose la reconversion des acteurs de ce commerce de contrebande dans d'autres secteurs. Le MPL se porte bien lorsqu'il a été interrogé sur comment se porte ce parti politique qui a connu des périodes de tumulte. Il a fait savoir qu'ils sont sortis de ces épreuves grandies et ces situations-là sont déjà du passé. Elles sont inhérentes à toute cohabitation humaine et également à toute vie de formation politique. Il a fait savoir, lorsqu'il a été interrogé sur l'animation de la 9e législature, que les 28 députés démocrates devraient se réclamer de
devait se réclamer de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime Talon. Il a fait savoir que ce qui entrave la cohésion au sein de l'opposition politique béninoise, c'est la méfiance et les questions d'ego. L'initiative sur les assises sur la démographie, il a donné son opinion. Il invite la nouvelle législature à une relecture du système partisan. Les aspects sur lesquels il voudrait bien une relecture, il nous a partagé au cours de cet entretien. J'espère que j'ai été fidèle. Assez fidèle. Merci à vous, Espérance Tébert. Je rappelle que vous êtes acteur politique, président du Mouvement populaire de libération. J'espère qu'on reverra très incessamment. J'y arrive. Merci bien. J'avais encore d'autres questions, mais le temps qui nous était parti est arrivé à échéance. Merci à vous. À très bientôt. Merci à vous, chers amis internautes. Prenez le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAU TV. Le JT des JT de ce dimanche sera à 19h.